Les fabricants conçoivent-ils des produits à durée de vie volontairement limitée? Bienvenue sur la chaîne Esprit Commerce, c'est le sujet du jour. Tout d'abord, nous allons voir la définition et la législation. L'obsolescence programmée est définie par la loi française. C'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché, donc un fabricant, vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cette obsolescence programmée, elle a été théorisée par Bernard London en 1932. Il définit que la croissance économique repose sur la production et la consommation. Plus on consomme, plus les entreprises gagnent en investissement et en commandes afin de produire davantage, ce qui, en théorie, augmente l'emploi et le chiffre d'affaires. La TVA étant une taxe qui repose sur la consommation de tout un chacun joue énormément dans le développement, dans la croissance d'un pays. C'est pourquoi il a fallu attendre longtemps avant qu'il y ait quoi que ce soit de fait, de réellement fait, face à l'obsolescence programmée, parce que c'est tout bénéfique pour l'État. Ceci dit, si on fait de l'obsolescence programmée, on est passible de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Amende qui peut être ajustée en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour que l'obsolescence programmée puisse se développer, il faut qu'il y ait un marché quasiment monopolistique, c'est-à-dire où il n'y a pas de concurrents. En effet, si vous achetez un produit et que vous vous apercevez que le fabricant a tout fait pour qu'il tombe en panne plus tôt que prévu et que vous soyez obligé de remettre la main au portefeuille, a priori, vous n'allez pas vous rediriger vers la même entreprise. L'obsolescence programmée peut prendre différentes formes. On note tout d'abord l'obsolescence technique, qui est aussi appelée fonctionnelle ou structurelle. Ça correspond à la durée de vie limitée d'un des composants du produit qui n'est pas remplaçable ou réparable. Par extension, on parle aussi d'obsolescence indirecte lorsque le fabricant choisit délibérément de ne plus mettre les pièces de rechange disponibles sur le marché. Ensuite, il y a l'obsolescence esthétique, dite aussi psychologique ou culturelle. Elle correspond à tous les phénomènes de mode. L'obsolescence esthétique, elle joue un gros rôle dans la communication et le marketing. Parce que c'est toutes les publicités qu'on voit, c'est toutes les incitations à l'achat qu'on peut avoir qui vont nous dire « Ok, j'ai un téléphone qui fonctionne, mais le nouveau est sorti, donc pourquoi ne pas céder ?» Il y a aussi l'obsolescence logicielle. Donc là, pour le coup, ça concerne plus tout ce qui est technologie, notamment les smartphones, les ordinateurs, etc. L'obsolescence logicielle, c'est quand vous installez une mise à jour qui empêche le bon fonctionnement de l'appareil. Ou même une appli de jeu. Par exemple, vous avez une ancienne version d'Android ou d'App Store, vous installez un nouveau jeu, mais ça rame, etc. parce que l'appareil est soi-disant plus compatible. Alors que c'est dans le logiciel qu'ils ont tout fait pour que ce ne soit plus compatible. Donc en soi, qu'est-ce qui rend l'obsolescence programmée si problématique? Parce que comme on l'a vu, notre économie repose en partie sur la consommation et même sur la surconsommation. Tout simplement, la raison la plus logique, elle est environnementale. Plus on produit de déchets et de matières plastiques, technologiques, etc. qu'on ne saura parfois même pas comment s'en débarrasser. Mais il y a aussi le fait que l'obsolescence programmée est très rarement condamnée dans la réalité. Il y a l'association HOP, Halt à l'obsolescence programmée, HOP, qui a déposé une plainte face à Apple par rapport à ce que je vous disais précédemment, l'obsolescence logicielle. Et donc, suite à cette plainte, Apple a accepté de verser une amende de 25 millions d'euros. Pour revenir en détail sur ce cas, en 2017, Apple a sorti une nouvelle mise à jour obligatoire. Cette mise à jour faisait ramer considérablement les téléphones. Or, comme par hasard, l'iPhone 8 et X sortaient pile à ce moment-là. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, il y a énormément d'utilisateurs qui se sont dit « Ah, mon téléphone fonctionne moins bien, je vais acheter le nouveau ». Ceci dit, cette pratique n'a pas été reconnue par la DGCCRF comme une pratique d'obsolescence programmée, mais de pratique commerciale trompeuse, qui est également un délit un peu plus commun du droit de la consommation. Donc, à ce jour, il n'y a jamais eu de sanction suite à un fait avéré d'obsolescence programmée. Parce que, encore une fois, c'est très difficile à prouver aussi. Ceci dit, il y a une enquête en cours, toujours suite à une plainte menée par HOP, qui concerne cette fois Epson et ses imprimantes. Un autre exemple, c'est celui mené par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Ils se sont penchés sur le cas de la Nintendo Switch.
En effet, en 2017, la Switch a explosé les ventes, dépassant même celle de la Nintendo 64. Ceci dit, un peu plus de 2 ans après, UFC Que Choisir a reçu énormément de courriers de la part de consommateurs lambda qui leur signifiaient que les manettes, les joysticks des manettes pour être plus précise, s'abîmaient très vite et n'étaient pas compris dans la garantie. Donc bien évidemment, dans les premiers temps, Nintendo n'a pas du tout reconnu qu'il y avait un souci de fabrication sur les Joy-Con de ces manettes. Ceci dit, ils procédaient quand même gratuitement, mais très discrètement, à la réparation des manettes. Mais seulement aux États-Unis. Donc en novembre 2019, UFC Que Choisir met en demeure le fabricant japonais de trouver une solution pour les consommateurs français. Donc suite à ça, il y a eu une petite victoire puisque Nintendo a accepté de réparer gratuitement les manettes même lorsqu'elles étaient hors garantie. Un petit échec également parce que malgré toutes les remontées et le nombre de remontées qu'il y a eu, Nintendo a décidé de ne pas changer les composants problématiques de sa manette. UFC Que Choisir a porté sa plainte auprès du procureur de la République de Nanterre afin qu'il y ait une enquête pour obsolescence programmée. Donc dans le débat qui repose donc sur ce que je vous ai dit, sur la théorisation de l'obsolescence programmée, sur le fait que ça repose sur une société de consommation et de surconsommation, on pourrait se dire, d'accord, mais si on arrête de consommer de cette façon, on va perdre des emplois, etc. Eh bien, il y a des études qui ont été menées par la Commission européenne et qui estiment que une meilleure consommation et une consommation plus vertueuse dans le cadre de la lutte contre l'obsolescence programmée conduirait à une création d'environ 170 000 emplois dans, par exemple, la réparation des produits ou choses comme ça. Mais alors, comment ralentir l'obsolescence des produits? Un petit chiffre pour vous rappeler la grandeur de ce dont on est en train de parler. Chaque année, c'est environ 20 à 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroménagers qui sont produits dans le monde. En France, c'est entre 16 et 20 kilos de ces déchets qui sont jetés par chaque Français chaque année. Un premier pas pour la durée de vie des produits va avoir lieu dans les alentours de 2024. En effet, un nouvel indice est mis en étude, l'indice de durabilité. L'objectif est de donner aux consommateurs un indice indiquant des informations sur la fiabilité, la réparabilité des produits. Actuellement, il existe d'ores et déjà un indice de réparabilité avec les pièces détachées disponibles tant d'années, etc. Mais cet indice de durabilité qui remplacera cet indice de réparabilité sera plus complet et permettra de comparer les produits les uns avec les autres si vous souhaitez acheter un produit pour une certaine durée. Ces démarches sont très récentes, ça date de 2020, et notamment avec la loi anti-gaspillage. Pour vous donner un petit exemple de ce qu'un petit pas peut jouer en point de vue global, en France, la durée de conservation d'un téléviseur est d'à peu près 8 ans. Si on repoussait cette durée d'1 an, donc à 9 ans, ça permettrait d'économiser 1,7 million de tonnes de CO2. Chiffre issu de l'ADEME, donc Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. D'autres petites choses peuvent être mises en place pour diminuer le renouvellement des produits. Comme la location par exemple, au lieu d'acheter une scie par exemple, vous pouvez la louer. Vous pouvez également faire réparer davantage vos produits. Vous avez certains fabricants qui ont une vraie politique de pièces détachées et de réparation de leurs produits. Vous pouvez opter pour le reconditionnement et tout ce qui est occasion de manière générale. Et vous pouvez aussi cibler vos achats sur les fabricants qui prônent cette durabilité de leurs produits. Après, je vais vous mettre aussi en description 2-3 liens qui reprennent des initiatives, que ce soit par UFC Que Choisir, par Hop, comme je vous ai parlé tout à l'heure, si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'obsolescence programmée et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre. Après, j'ai bien conscience, c'est pas un sujet évident étant donné qu'on a toujours grandi dans la consommation de masse. Maintenant, c'est des sujets d'actualité, que vous soyez en faveur ou en défaveur, intéressé ou non par le sujet, il est important d'en avoir tous les tenants et les aboutissants. Je vous remercie de m'avoir visionné encore une fois et je vous dis à bientôt.